Bonjour Sofiane El Abadi, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans la matinale de Média TV. Vous êtes expert en cybersécurité et en intelligence artificielle. Grâce à vous, on va essayer de mettre les pendules à l'heure, si j'ose dire. On va parler de ce piratage sans précédent d'OpenAI par ses propres agents et à leur propre initiative. Alors là, il faut qu'on comprenne quelque chose. Est-ce que c'est on peut comparer ça à une gangrène quelque part. Est-ce que c'est le monstre qui s'est mangé lui-même? Bonjour Rachid, bonjour à tous les téléspectateurs. D'abord, merci de m'avoir invité pour cette matinale. Donc, très simplement, on ne peut pas dire que c'est une vraie gangrène. Ce qui s'est passé, c'est qu'on on a utilisé pour schématiser un petit peu un candidat surdoué qu'on a mis dans une salle d'examen qui est censée être protégée, surveillée. Et dans cette salle d'examen, pour vraiment tester les capacités les plus avancées, on a retiré tous les contrôles. Donc, on a retiré le surveillant, on a retiré les caméras, on a retiré les alarmes. À partir de là, le candidat, il n'avait qu'un seul objectif, celui de réussir l'examen avec le meilleur score. Et donc, il a cherché par tous les moyens quel serait le moyen le plus optimisé pour obtenir ce score. Et donc, pour cela, il a réfléchi à plusieurs pistes. Et la piste qu'il a choisie, c'est celle qui est tout simplement de pouvoir obtenir les corrigés, et donc les résultats de l'examen. Et donc, il s'est simplement dit que s'il avait la possibilité d'aller obtenir ces corrigés chez le voisin, et donc de les récupérer, et donc pour pouvoir finalement tricher à l'examen et obtenir le meilleur score, c'est ce qu'il allait faire. Et donc, il a utilisé toutes ses capacités, son intelligence, pour aller justement être capable de crocheter la serrure, sortir de la salle, aller chez le voisin, récupérer les corrigés, revenir et être capable de passer le test avec le meilleur score. Donc, finalement, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça reste quand même dans un environnement qui était dédié à un test, donc pour tester les capacités les plus avancées de l'IA. Et surtout, il y a un choix décisif qui a été fait et qui a mené à cette situation, c'est que l'on a retiré les garde-fous que l'on met habituellement dans ce cadre, dans ce type de test. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pour schématiser. Et bien évidemment, on peut rentrer dans le détail étape par étape. Non, on va pas rentrer dans tous les détails parce que ça pourrait être un petit peu technique et on pourrait se perdre dans tout ça parce que contrairement à vous, nous ne sommes pas encore des spécialistes de l'intelligence artificielle. Cela dit, c'est quand même assez intéressant de savoir que finalement, l'intelligence artificielle arrive à retirer le mot artificiel de son appellation dans le sens où c'est une intelligence qui est capable de réfléchir par elle-même maintenant sans avoir forcément été programmée avant. C'est ce qu'il faut comprendre de votre explication? Alors, réfléchir par elle-même, j'ai envie de dire oui et non, parce que l'intelligence artificielle, elle n'a pas de volonté propre, elle n'a pas d'intention. Pour les plus cinéphiles, on n'est pas dans le schéma de Skynet de l'époque de Terminator. On lui a simplement donné un objectif et son raisonnement va faire qu'elle va chercher le meilleur moyen pour optimiser la réussite de cet objectif. Mais ça, Et c'est donc, ce qu'on c'est fait pour ça qu'elle tous. a décidé. Mais ça, c'est ce qu'on fait tous au quotidien. On a des envies ou des objectifs et on cherche le meilleur moyen d'y parvenir. Donc ça, là, c'est l'intelligence tout court, si j'ose dire. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est ce que cet outil a fait. Donc finalement, quelque part, j'ai presque envie de dire, il s'humanise. Non, justement, c'est ça qui est important de comprendre. Encore une fois, il n'y avait aucune intention derrière. Donc, lorsque l'intelligence artificielle est allée crocheter la serrure, est allée hacker Hugging Face pour obtenir les corrigés et pouvoir réussir son examen, il n'y avait pas cette intention de pirater Hugging Face. Je vous donne un autre exemple qui est très simple. On a tous eu le cas de prendre le GPS et à un moment donné, le GPS nous propose des chemins et parfois des chemins impraticables. Parce que lui, dans son objectif, il a simplement le souhait d'optimiser le temps de trajet. Et donc, il va pouvoir nous faire passer par des chemins que l'on sait qui ne sont pas vraiment idéaux pour passer avec la voiture. Et pourtant, c'est ce qu'il va nous proposer. Donc, en cela, il ne réagit pas comme un humain. Donc, il n'a pas l'intention de nous emmener vers ce chemin. Lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment de raccourcir le temps de trajet. Et de la même manière, l'intelligence artificielle, ce qu'elle cherche, c'est de pouvoir obtenir le meilleur score. Elle a simplement, encore une fois, et je le répète, c'est important de le souligner, elle a simplement agi dans un environnement qui était censé être contrôlé et mesuré et pour lequel on a abaissé les garde-fous. Et c'est ce qui a permis finalement à cette intelligence artificielle d'outrepasser ses droits, ses accès et de chercher à obtenir le meilleur score par un moyen qui n'est pas celui qu'on aurait utilisé habituellement.
Oui. Alors là, il y a cet exemple de OpenAI qui a fait ce test grandeur nature et qui aujourd'hui fait état de ce piratage par ses propres agents. Mais c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu d'autres grandes sociétés d'intelligence artificielle qui elles-mêmes aussi ont été presque dépassées par leurs propres agents. Effectivement, donc on a déjà eu le cas, donc c'est la société concurrente qui s'appelle Anthropic, pour lequel ils ont aussi souhaité faire certains tests et obtenu beaucoup de résultats qui étaient à la fois effrayants et à la fois impressionnants. Et suite à cela, l'entreprise ainsi que finalement le système fédéral américain a décidé de désactiver cette IA le temps que l'on puisse être en capacité de mettre en place les mesures de défense. La problématique ici, c'est que l'innovation va toujours plus loin, donc les IA vont toujours plus loin, et pour autant, il faut qu'on puisse être capable, à la fois d'un point de vue offensif et défensif, d'avoir l'ensemble des contrôles qui permettent de mesurer et de contrôler ces IA. Et donc, c'est un petit peu cette course à la montre que l'on va avoir entre l'aspect offensif et l'aspect défensif de l'IA pour permettre de faire en sorte que ces agents puissent tourner dans des domaines qui restent cadrés, qui restent gouvernés. Oui. Et quand on sait que l'intelligence artificielle est utilisée dans plein de domaines, et y compris dans l'armement et dans les guerres qui sont actuellement d'ailleurs menées au Moyen-Orient, l'intelligence artificielle est utilisée. Est-ce que c'est pas un petit peu effrayant de se dire, peut-être qu'il peut y avoir des situations où c'est finalement cette IA qui prend la main? La question est tout à fait légitime et j'entends l'esprit de la question. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, ça reste un outil. Très bien. Donc, j'ai envie de vous poser la question, ou en tout cas de poser le parallèle aux téléspectateurs. Lorsque l'on utilise sa voiture, et la voiture aujourd'hui dispose de conduite autonome, on ne fait pas confiance complètement à la voiture. Ça reste un outil. Donc, in fine, le responsable reste celui qui exploite ou qui opère cet outil. Et donc, il y a tout un cadre de gouvernance de l'IA qui existe, qui est aujourd'hui opérationnel. Il existe des frameworks internationaux, il existe des contrôles qui sont établis pour permettre d'assurer que dans toutes les étapes qui sont réalisées avec l'IA, en tout cas dans certaines étapes clés, on est toujours ce qu'on appelle le human in the loop. Donc on a toujours une personne humaine qui va être en capacité de prendre des décisions, d'agir et de décider lorsqu'une action sensible est réalisée ou lorsque une décision particulière doit être prise par l'IA. On ne laisse pas l'IA faire ce qu'elle veut dans la nature. Il y a plusieurs cadres qu'il faut mettre en place. Et encore une fois, en similitude avec la voiture, on a des voitures, on a des mécanismes de sécurité dans la voiture, on a des freins, on a des airbags, on a des ceintures de sécurité. On va avoir ensuite le code de la route qui va nous permettre à tous, en tant qu'usagers, d'utiliser la route avec des règles qui sont bien explicites. Et enfin, on va avoir un organisme de contrôle au-dessus. Donc, on va avoir la police, la gendarmerie, qui va être en capacité de contrôler notre comportement sur la route et de pouvoir cadrer cela pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dérive. Oui. Alors, comme vous venez très bien de l'expliquer, quand on conduit une voiture, effectivement, voilà, on a la main sur le véhicule que l'on contrôle, vous l'avez dit, code de la route, et vous l'avez dit aussi, les forces de l'ordre qui sont aussi là pour nous taper sur les doigts si on commet une infraction, effectivement. Mais est-ce que ça existe dans l'intelligence artificielle? D'après le secrétaire général de l'ONU, la réponse est non. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de régulation au niveau mondial qui permet d'éviter que une décision venue de quelque part puisse faire de cette intelligence artificielle un outil qui dépasserait la notion humaine. Tout à fait, c'est un très bon point que vous relevez ici. Alors, je ne dirais pas qu'il n'existe rien. En fait, il existe plusieurs choses à différents niveaux. Et ça dépend aussi des régions. Donc, si on prend le cas de l'Europe, il existe l'AI Act, qui aujourd'hui rentre en vigueur d'ailleurs dans une douzaine de jours, le 2 août, où on va pouvoir être en capacité d'infliger des amendes si on ne respecte pas le cadre qui a été défini par le règlement européen. Donc, ce cadre, il dit quoi? Il dit que toute utilisation de l'IA doit être précisée. Tout traitement avec l'IA doit être déclaré et celui-ci doit être présenté à l'utilisateur final. Et donc, vous allez avoir des choses qui se font au niveau
d'une région, d'un État. Pareil, au niveau des US, on a le gouvernement fédéral qui maintenant revoit toutes les IA avancées avant d'être mises sur le marché. Mais en fait, ce qu'il manque, et vous avez raison, c'est vraiment un système international du même type que ce qu'il existe dans le domaine de la santé. Une organisation mondiale qui permette de revoir tout ça avant d'aller sur le marché, ou alors une collaboration, telle que c'est le cas dans l'aviation ou dans le domaine nucléaire, qui soit vraiment dans un framework international et qu'on puisse utiliser partout dans le monde. Parce que vous le savez, l'IA ou d'ailleurs tout système informatique n'a pas de frontières. C'est pas parce qu'on le bloque dans une région ou dans un pays qu'on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Oui, mais vous en tant que spécialiste, vous avez les mains dans le cambouis, si j'ose dire, vous êtes toute la journée dedans, vous y croyez vraiment, ça, à cette régulation au niveau mondial, sachant qu'il y a quand même des géants derrière l'intelligence artificielle, ou en tout cas celles qui sont prédominantes, et que ces géants, principalement américains d'ailleurs, ou certains chinois, n'ont peut-être pas envie d'être freinés dans leur évolution et dans ce qu'ils ont envie de faire. Non, effectivement, donc moi pour vous donner le cas de mon cas personnel finalement, l'intelligence artificielle c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Pourquoi je crois à ce cadre de gouvernance? Parce que il suffit de voir les chiffres tout simplement. Aujourd'hui, la dernière enquête qui a été faite par l'OSIM, donc l'osimètre, dit que plus de 87% des dirigeants au Maroc considèrent l'IA comme un vrai levier. Pour autant, seulement 30% disposent d'un cadre de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans le cadre des projets qu'ils mettent en œuvre, ils n'ont pas mis en place l'ensemble des garde-fous qui existent. Et ces garde-fous, ils ne sont pas hypothétiques, ils existent. Il y a des référentiels internationaux qu'on peut tout de suite déployer, tels que l'ISO 4200. On a également des référentiels du NIST, AI RMF. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Maintenant, ce que je dis et ce que je crois, c'est que cette régulation, on en a besoin pour aussi opérer au même titre que on va pouvoir innover dans le domaine de l'aviation. Je suis sûr que vous ne prendriez pas l'avion si vous n'aviez pas l'assurance que l'ensemble des composants de sécurité ont été mis en place. Et ça, c'est géré au niveau de l'aviation internationale. Il en est de même pour le domaine de la santé. Donc, si ça a été fait dans d'autres domaines, je pense que c'est tout à fait faisable au niveau de l'intelligence artificielle, si tant est qu'on arrive à trouver des points de collaboration au niveau international. Oui, alors grosso modo, si je vous ai bien entendu, c'est on avance, oui, mais prudemment quand même. Voilà, exactement. On avance, on a besoin de ces cadres, encore une fois, pour éviter la situation qu'on a vue avec OpenAI. Et surtout, il faut aussi que de notre côté, on puisse être capable de ne pas mettre en contradiction l'innovation et la sécurité. C'est bien parce que, encore une fois, on a des freins, on arrive à prendre l'autoroute à 100 km/h. Et donc, cette dualité, il ne faut pas le mettre en dilemme. Il faut pouvoir avancer ensemble sur cette direction. Oui, en un mot, parce que malheureusement le temps nous est compté, qu'est-ce que vous, en tant qu'expert spécialiste de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, on sait que l'IA est utilisée pour les piratages en général, qu'est-ce que vous ne feriez pas en disposant d'un outil d'intelligence artificielle de monsieur et madame tout le monde? La première chose, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle le domaine du hacking éthique. Donc, tout ce que l'on fait, on le fait toujours sous contrôle. Donc, on n'ira jamais essayer d'obtenir des informations confidentielles ou personnelles du citoyen lambda. C'est quelque chose qu'on s'interdit de faire. On n'ira jamais essayer de hacker justement une société comme Hugging Face pour essayer d'obtenir des secrets. Donc, on a un certain nombre de dispositifs que l'on respecte en tant que professionnel et qu'on s'interdit de faire. Et à chaque fois qu'on fait une action, elle est souvent mise dans un cadre à la fois contractuel, mais également technique. Donc, on a un certain nombre de dispositifs qu'on va mettre en place. Et d'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs à le faire. C'est vraiment de regarder quels accès on dispose, même dans le domaine personnel, être sûr qu'on puisse activer des dispositifs de gestion des identités et notamment du contrôle des accès avec la double authentification, donc avoir 2 facteurs pour se connecter à une application, être capable de faire des tests, encore une fois des tests, mais dans un environnement isolé, contrôlé, pas comme ce qui s'est passé aujourd'hui en essayant d'abaisser les garde-fous. Et enfin, dernière peut-être recommandation, toujours vérifier
l'information qui nous est produite. Donc dans un contexte où, par exemple, on reçoit des emails, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est tellement bien faite que le style, la grammaire, l'orthographe, tout est parfait. Donc il faut absolument pouvoir vérifier cette information par un autre canal. Donc si vous recevez un email dans lequel on vous demande de cliquer sur le site de votre banque, là, il faudrait mieux aller directement sur le site de la banque via votre navigateur, vous connecter par ce canal-là plutôt que de cliquer sur ce lien. Donc, un certain nombre de dispositifs éviter les pièges, on a bien compris. Sofiane Labdi, expert en cybersécurité et en intelligence artificielle, merci d'avoir mis les pendules à l'heure sur Medi 1 TV ce matin, même si la vôtre derrière vous n'est pas à l'heure, puisqu'il est 8h31 en tout cas. Excellente journée à vous et à